Alors, la plasticité cérébrale, c'est quelque chose avec lequel on vit en permanence. L'espèce humaine doit son évolution à la plasticité cérébrale, de l'état de singe à celle d'être tripode sur son ordinateur. Le développement du cerveau dans l'embryogenèse et la photogénèse, c'est aussi de la plasticité cérébrale. On va ensuite voir pourquoi. Et au cours d'une vie, en fait, on peut dire que tout ce qui va se passer d'important, les acquisitions, le langage, la marche, l'écriture, le développement psychomoteur, c'est de la plasticité. Lorsqu'à 4 ans, une petite fille va pratiquer la danse et finalement pouvoir continuer ensuite à se rappeler de tous les gestes qu'on leur a enseignés jeunes, même à l'âge adulte, c'est de la plasticité. À 57 ans, si elle fait un accident qui cause un handicap et qu'elle récupère, elle récupérera grâce à la plasticité. Lorsqu'à 59 ans, elle fera un vieillissement cérébral précoce et qu'elle arrivera quand même à essayer de compenser en jouant au sudoku, etc., elle jouera aussi sur la plasticité. Donc finalement, on est totalement noyé dans cette plasticité, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors, j'ai déjà proposé une définition maintenant, qui est la suivante. La plasticité cérébrale correspond à l'ensemble des mécanismes cérébraux qui permettent au cerveau d'adapter son fonctionnement afin de répondre à une contrainte. Donc c'est une organisation et une réorganisation du cerveau face à des contraintes qui peuvent être d'origine interne, liées au développement, comme on l'a vu, à la maturation du cerveau, à son vieillissement, liées à une atteinte pathologique, une lésion cérébrale qui va forcer le cerveau à se réorganiser, ou liées par exemple à une contrainte externe, par exemple à l'entraînement, à la danse ou à un sport pour lequel on va acquérir des compétences. Alors, la morphologie du cerveau, on la connaît depuis très longtemps, évidemment par les anatomopathologistes depuis plusieurs siècles. On voit en bas à droite le cerveau avec ses circonvolutions, c'est un cerveau donc après autopsie, cerveau donc avec circonvolution, sillon, et évidemment depuis très longtemps l'homme se demande ce qui se cache dans ces sillons. On est arrivé depuis les années 70, grâce à l'IRM, à pouvoir entrevoir puis ensuite comprendre mieux le cerveau sans avoir ouvert le crâne, ce qui est quand même heureux pour nombre d'entre nous. Et vous voyez, l'image en haut à droite est en fait une reconstruction tridimensionnelle réalisée grâce à l'acquisition IRM, et vous voyez quasiment aucune différence entre ce cerveau qui a été reconstruit ici et le cerveau de cette nécropsie ici. On arrive vraiment à une perfection dans la représentation du cerveau. Alors ce cerveau, il est constitué en fait de deux parties. Il y a une écorce qu'on appelle la substance grise qui recouvre la superficie de cet organe. On voit ici cette substance grise qui contourne le cerveau, et l'intérieur, ça s'appelle la substance blanche. Cette substance blanche, en fait, c'est les prolongements des neurones qui sont situés, eux, dans la substance grise et qui vont ensuite émettre des prolongements qui vont permettre des communications entre des aires cérébrales éloignées les unes des autres. Et vous voyez ici l'image maintenant qu'on arrive à obtenir en IRM, ce qu'on appelle la connectivité cérébrale. Vous voyez différentes couleurs ici qui représentent en fait des groupes de neurones avec leurs prolongements qui vont ensuite communiquer et faire communiquer des régions cérébrales qui sont distantes. Donc ça, c'est déjà une façon de visualiser de façon assez remarquable maintenant ces rapports et ces fonctionnements à l'intérieur du cerveau. Et puis si on pousse encore plus la représentation, alors cette fois-ci au sein d'une même aire cérébrale entre neurones, vous voyez ici, c'est absolument prodigieux de voir cette complexité d'organisation. C'est l'immunofluorescence que je vous ai mis sur les images d'en haut à gauche. Vous voyez ici tous ces prolongements, ce sont des neurones, donc la superficie du cerveau est là, on est dans l'écorce grise, et vous voyez ces neurones qui sont les uns derrière les autres, qui communiquent grâce à des synapses. Je pense que, je ne sais pas si vous étiez présent à la présentation de Jean-Pierre Changeux, il a parlé de la communication chimique entre neurones. En réalité, deux neurones ne sont pas en continuité. Il y a un espace entre un neurone et un autre, et c'est une communication chimique qui va permettre à un neurone d'entrer en communication avec un autre, c'est ce qu'on appelle une synapse. Et bien ici, vous avez une organisation architecturale de l'écorce cérébrale, avec un certain nombre de neurones qui sont en communication les uns avec les autres, à la fois longitudinalement et latéralement, grâce à ce qu'on appelle les dendrites. Il faut savoir qu'on a à peu près 100 milliards de neurones dans un cerveau humain, et que chaque neurone peut avoir en moyenne de 1000 à 20 000 synapses avec ses neurones voisins. Donc vous voyez un petit peu le degré de complexité de l'organisation et donc des possibilités de communication entre ces groupes cellulaires. Jean-Pierre Changeux avait émis en 1973 une théorie qu'on appelle la théorie épigénétique de la stabilisation, et qui veut dire la chose suivante. Vous avez au départ des neurones qui vont se diviser
et qui vont ensuite communiquer les uns avec les autres grâce à des facteurs génétiques. Mais il y a une redondance, c'est-à-dire qu'en fait, les communications entre ces neurones sont très nombreuses, sont, je dirais, trop nombreuses pour être vraiment efficaces. Et l'apprentissage va avoir comme conséquence, non pas d'augmenter forcément le nombre de communications, mais au contraire d'en diminuer le nombre pour arriver en fait à sélectionner les communications entre neurones qui sont utiles. Et qui sont utiles en fonction de l'apprentissage lié à la nécessité de l'environnement. On a besoin de s'adapter, par exemple, à une dextérité lorsqu'on joue un instrument de musique. Eh bien, les neurones spécialisés dans la motricité de la main vont arriver à communiquer les uns avec les autres pour permettre cette dextérité, vont se développer pour permettre d'atteindre cette excellence qui est demandée par l'instrument. Et donc, vous voyez ici que finalement, ce qu'on peut dire de cette évolution, c'est que apprendre, c'est plutôt éliminer que augmenter. On élimine les communications entre neurones qui ne sont pas utiles pour garder celles qui sont utiles pour l'organisme considéré. Alors, ici, évidemment, on arrive à une notion importante qui est la structure du cerveau, en fait, ne repose que sur l'idée, c'est permettre à la fonction de s'exprimer. Et donc, les anciens avaient établi une sorte de cartographie qui était un petit peu, je dirais, folklorique, qu'on appelait l'école phrénologique, qui consistait à penser que le cerveau était une sorte de mosaïque recouvrant de nombreuses fonctions. Vous voyez ici, par exemple, une carte avec de tas de petites fonctions, l'esprit de famille, la capacité d'aimer, je sais pas, la durée de bob de terre, il y avait comme ça des choses, et on estimait que finalement un être humain se résumait à ses qualités, à ses défauts, et qu'on pouvait estimer qu'à chaque qualité ou défaut correspondait une zone du cerveau. Évidemment, plus sérieusement ensuite, l'école de neurologie française notamment de la fin du XIXe siècle a apporté quelques corrections à cette façon de voir, et vous avez ici en bas la résultante de ce qui a été finalement défini par les grands neurologues comme Broca, qui ont en fait permis de pouvoir mettre en correspondance une zone du cerveau avec une fonction. Comment? Évidemment par les circonstances de la pathologie. Il y a un patient par exemple qui devenait aphasique, qu'on autopsiait ensuite, voyant qu'une certaine région était abîmée, on disait, puisque c'est abîmé, c'est cette région-là qui commande la parole, et ainsi de suite. Et c'est donc par la pathologie qu'on a appris au fur et à mesure à pouvoir comprendre, en tout cas à essayer d'approcher la correspondance entre la fonction et la structure. Donc ceci était une carte qui a tenu très longtemps, jusqu'aux années 80 environ, et puis est arrivé l'imagerie par résonance magnétique. Qu'est-ce que c'est que l'IRM? C'est tout simplement un champ magnétique dans lequel vous placez la tête du patient. Ce champ magnétique va activer au niveau, je dirais, atomique la matière, et on va ensuite recueillir le signal après relaxation, c'est-à-dire après avoir interrompu le champ magnétique, et on va avoir une sorte d'image représentant la structure du cerveau. Et vous avez ici une coupe par exemple axiale et une coupe horizontale où on voit à la fois ici les sillons, la substance blanche, la substance grise autour. Et ensuite est arrivée une couche de plus, puisqu'on voulait en fait comprendre la fonction, on s'est dit finalement il est logique de penser que le fonctionnement accroît la consommation en oxygène de la région qu'on est en train de tester. Et imaginons par exemple qu'on fasse bouger à ce sujet-là la main droite. Eh bien, si on voit qu'une région du cerveau, entre guillemets, s'allume, c'est-à-dire consomme plus d'oxygène, on en déduira qu'il y a une correspondance entre la région qui s'allume et le fait de bouger la main droite. Eh bien, c'est cette image-là qui correspond comme par hasard à ce qu'avaient trouvé les anciens, c'est-à-dire à la région qu'on appelle motrice primaire, c'est la région telle que ces neurones entraînent la motricité du bras ou de la jambe du côté opposé, car il faut savoir que les fibres sont croisées dans le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau gauche commande à l'hémicorps droit et inversement. Donc en l'occurrence là, ce patient-là, bougeant la main droite, allume cette région motrice primaire du côté gauche. Vous avez donc ici une correspondance qui est tout à fait intéressante entre l'effet d'une tâche, en l'occurrence bouger la main droite, une fonction, la motricité, et une région qui est la région rolandique gauche que vous voyez s'allumer ici. Alors, bien sûr, pardon. Ça date de quand, ça? Quand est-ce qu'on est arrivé là? Dans les années 80, fin 80, début 90. Et l'IRM fonctionnelle, elle, a commencé à se développer dans les années 95 jusqu'à à peu près 2000, et ça continue évidemment en permanence. Alors, la motricité primaire, c'est quelque chose qui est très basique. Évidemment, il y a d'autres fonctions qui sont plus complexes.
Alors, ici, on est toujours dans la motricité. Vous voyez qu'en fonction de dans la zone qui est activée, on a un déplacement du signal. Mais enfin, tout ça reste tout à fait simple. Par contre, si vous prenez maintenant... Alors, ça, c'est le cas, justement, un cas de plasticité intéressant. Vous avez ici un cerveau normal avec quelqu'un qui bouge la main du côté opposé. On voit ici la région ralentie, vous voyez, dans cette reconstruction, qui s'allume, donc c'est toujours pareil. On voit bien, ici, correspondant toujours à la région motrice primaire. Vous voyez ici, en fait, la coupe représente la représentation de l'ensemble de la motricité du corps en fonction de ce qui bouge. Par exemple, ici, toute cette région du cerveau, en coupe, correspond à la motricité du visage. Et puis, en allant ici vers le milieu du cerveau, pardon, vous avez ici la main qui a une très grande représentation. Effectivement, la motricité de la main est extrêmement fine et subtile. Et plus vous allez ensuite vers le membre inférieur, moins la place disponible pour le cerveau correspondant est importante. Vous avez donc une correspondance entre la qualité, la finesse de la motricité et l'importance que cette motricité a comme représentation dans le cortex. Donc ici, vous avez par exemple ce cerveau qui s'allume. Si vous prenez maintenant quelqu'un qui est habitué à jouer du violon, donc il y a une motricité qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus exercée que la moyenne des gens, eh bien, vous allez avoir à ce moment-là une région motrice qui va grandir. Et vous voyez ici, c'est vraiment un exemple de plasticité, on revient à ce phénomène d'apprentissage, parce qu'il y a eu un entraînement pour jouer du violon, on a appris à bouger ses 5 doigts, de telle sorte que les neurones ont été obligés de se réorganiser pour arriver à exécuter l'acte qui était demandé, et donc la place dévolue à la motricité de la main grandit. Et vous voyez ici dans ce diagramme, assez intéressant, en abscisse ici vous avez l'âge de début d'apprentissage, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et ici le nombre de dendrites. Les dendrites, je vous le rappelle, c'est justement ces fameuses communications entre nombres qui permettent de pouvoir mieux communiquer. Et bien vous voyez très clairement ici que plus l'âge d'apprentissage est jeune, là 5 ans, 10 ans, plus le nombre de dendrites qui va être recruté va être important, et donc plus l'apprentissage sera actif. Par contre, quand on grandit, je ne vais pas dire quand on vieillit, mais on a effectivement un moins grand nombre de dendrites, et effectivement qui rejoint finalement, si on commence après 15 ans, l'activité non-dendrite des non-violonistes. Donc il faut apprendre relativement tôt, la plasticité est d'autant plus importante. Alors, lorsque on parle de la motricité primaire, si on prend le langage, c'est beaucoup plus complexe. Et effectivement là, ce que je vous disais tout à l'heure, la correspondance entre la tâche, la fonction et la région concernée, là, perd un peu de sa signification. C'est beaucoup plus compliqué d'analyser le langage. Ici, vous avez par exemple les régions qui s'allument en IRM fonctionnel après une épreuve qu'on appelle la répétition mentale des phrases courtes. Le patient est allongé dans l'IRM, on lui demande de répéter mentalement des phrases qu'on lui met devant les yeux, et il va répéter ces phrases, et on analyse la région qui s'active. Vous voyez, ces régions sont bilatérales, à gauche et à droite, et étendues d'avant en arrière. Donc, dans ce cas-là, on n'est pas du tout certain d'être tombé sur la région correspondant à cette répétition. Il y a plusieurs choses qui interviennent qu'on n'arrive pas bien à discriminer. La tâche ici est trop complexe pour pouvoir vraiment bien analyser. Alors, justement, je pense que tu veux peut-être dire un mot sur le langage et l'IRM fonctionnel. Oui. Tout d'abord, je voulais revenir un petit peu sur cette notion de faire l'action et aussi de la représentation de cette action. C'est-à-dire, si je bois de l'eau, ça c'était les travaux qui ont été faits par Steven Lawrence à Bruxelles, avec justement Devotin syndrome. Pour quelqu'un, bon, toi, quand on boit de l'eau, je bois de l'eau, il y a une activation dans la zone prémotrice et qui est très très claire, très nette et intense, on arrive à la mesurer, l'intensité. Et puis, il y a simplement, je prends un Devotin syndrome qui peut ni bouger ni parler, mais qui a la représentation mentale et visuelle de l'action de boire, et le fait d'avoir envie de boire et d'avoir la représentation visuelle de la boisson, eh bien, il y a exactement la même activation. Donc, avoir l'intention de faire quelque chose et faire la chose, c'est la même chose. Dans le cerveau, ça fait la même chose. Dans le cerveau, c'est exactement le même résultat. Absolument, on a exactement la même imagerie. On ne peut pas différencier deux imageries entre, par exemple, je suis en train de bouger ma main pour jouer du piano, alors je ne la bouge pas.
pour ceux qui sont derrière, et puis le fait de la bouger. Du moment que je me représente précisément ce que je veux faire en bougeant ma main, eh bien l'IA fonctionnelle me montrera exactement la même chose que lorsque je la bouge effectivement. Donc effectivement, on en reparlera après, mais tu as raison. Et puis, en ce qui concerne le langage, c'est quand même tout à fait intéressant, quelqu'un qui a pour un droitier, qui a une lésion de l'hémisphère gauche, il faut savoir que le cerveau a horreur des lésions, donc va toujours du côté, les activations vont toujours du côté sain. Et bon, va dans l'hémisphère droit. Et quand quelqu'un est aphasique, la première des choses, au repos, c'est l'hémisphère droit qui est activé. Quand il écoute, c'est l'hémisphère droit. Quand il répète, et il répète très mal, parce qu'on ne peut pas répéter avec, étant donné qu'il n'y a pas de langage à droite, donc il répète très très mal. Par contre, si on utilise la mélodie, et c'est là un petit peu ma vie qui intervient, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise la mélodie, et en particulier la prosodie, une forme qui se rapproche de la mélodie du langage, eh bien, on obtient une activation, non pas dans l'hémisphère droit, au contraire, on désactive l'hémisphère droit et on réactive l'hémisphère gauche, et en particulier dans la zone périlésionnelle. Pourquoi? Ce qui a fait... La musique, c'est la prosodie, c'est le fait c'est la mélodie qui permet cette activation, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ça va réveiller des neurones qui sont désactivés. Et on considère qu'il y a deux types, nous, seulement on arrive à considérer, tous les travaux qui ont été faits aussi bien en Belgique ou en France avec Samson, l'équipe Samson, et Virosius, etc., et Belin, qui un gros travail qui a été fait. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'activation nous avons deux types de cellules, des cellules qui, après un accident, sont nécrosées, sont détruites, toutes ces cellules sont détruites, et puis il y a d'autres cellules qui ne sont pas du tout détruites et qui sont désactivées. Et le fait de faire certaines stimulations, en particulier en utilisant la mélodie, on réactive ces cellules qui sont désactivées, même 6 mois plus tard. C'est comme ça, avant on considérait les orthophonistes comme des gourous, ceux qui arrivaient à faire reparler les gens 6 mois ou 1 an plus tard. En réalité, c'est pas du tout un gourou, c'est au contraire, je dirais, quelqu'un qui a travaillé d'une façon très rationnelle et avec beaucoup de sérénité. Et non pas du tout d'une excitation folle, en disant, vous savez, je suis le gourou, j'arrive à faire récupérer des gens que personne d'autre n'arrive à faire récupérer. Complètement. T'as quand même un petit peu du gourou. Non, pas du tout. Et c'est ça qui est tout à fait important, c'est de savoir qu'on arrive scientifiquement à montrer qu'on arrive à réactiver les zones périlésionnelles à gauche. Donc, quand quelqu'un reparle, il ne reparle pas parce qu'on a mis du langage dans l'autre hémisphère, il reparle parce qu'on a réactivé des cellules qui étaient désactivées et qui sont des cellules à côté des cellules qui sont nécrosées. Voilà. Oui, je pense que c'est une sorte de ruse qu'on met en emploi. Une région est en quelque sorte détruite, on va contourner le problème pour aller recruter des neurones qui n'étaient pas forcément dévolus à cette fonction, et de proche en proche arriver comme ça à restituer la fonction qui était défaillante, et par le biais évidemment de la rééducation. Vous dites que la ruse est très importante quand on travaille avec le cerveau. Il faut beaucoup de ruse. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Il faut être rusé et il faut user de la ruse. Oui, il faut user de la ruse. Par exemple, je prends le cas de démutisation, débloquer quelqu'un. Débloquer quelqu'un qui ne parle pas depuis 1 mois, 2 mois, ou 3 mois, ou 4 mois. Bien. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi on n'a même pas de voix? Pourquoi on même pas, souvent, il y a des gens qui n'ont même pas de voix. On n'entend même pas aucun son. Ils sont comme des cartes. Bon, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, la plupart du temps, ils ont ce qu'on appelle une apraxie des cordes vocales, comme une apraxie du bucco-facial. C'est-à-dire l'impossibilité de l'apraxie, c'est l'impossibilité de faire des mouvements volontaires. Ils ne sont pas capables de faire le mouvement volontaire pour... Et bien, naturellement, on va utiliser la ruse. On va utiliser la ruse, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment le faire sortir de lui-même.
au besoin, disons, un tout petit peu, de le faire protester. Et quand on le fait protester, et on sait très bien pour qu'il remplisse ses poumons d'air, on va boucher le nez, et lui va protester parce que... Mais ça, c'est ce que vous avez fait la semaine dernière. Oui, entre autres, oui. La semaine dernière, vous avez été voir un patient mutique depuis combien de temps? Mais il était mutique depuis 8 mois. 8 mois. 8 mois, c'est bien. Et vous êtes allé le chahuter. C'est Nagache, oui, en effet, le neurologue Nagache qui finalement m'a demandé d'aller le voir. Et qu'est-ce que vous avez fait? Pour expliquer ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites vraiment? Parce que vous touchez le corps, vous y allez, vous je fais énormément, je parle vraiment d'exercices respiratoires. C'est-à-dire que je fais respirer les gens et d'une façon forte. Et puis aussi, surtout, j'arrive à concentrer absolument toute l'énergie sur le fait qu'il va parler, et qu'il va émettre des sons. D'abord, je ne dis pas que vous allez parler, je dis que vous allez émettre des sons. Je viens ici pour que vous émettiez des sons. Vous vous adressez à la personne mutique. Je m'adresse à la personne mutique et j'essaye de lui transmettre cette conviction que j'ai, moi, parce que je sais pertinemment qu'il a une apraxie bucco-faciale, c'est-à-dire qu'il a une impossibilité à faire des mouvements volontaires, donc je vais passer au-dessus de ces... Alors si vous appelez ça la ruse, je vais passer justement, je ne vais pas faire attention à cette apraxie bucco-faciale, et je vais, par des exercices de rythme, et de rythme lent et de rythme rapide, je vais arriver à le faire sortir un son. Et le son, naturellement, je vais prolonger le son, et plus vous prolongez le son, plus vous arrivez aux mots et aux phrases. Car il faut voir une chose, effectivement, autant pour une motricité, quand vous demandez quelqu'un de bouger la main, qu'il a perdu la motricité, il peut se représenter ce que c'est que de se forcer en quelque sorte à la bouger. Il a du mal, mais il va y arriver. Pour le langage, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'effectivement, on ne sait pas où chercher en soi-même les ressources pour aller chercher ce langage. Et comme on est habitué à fonctionner soi-même sur un certain mode, l'accident change complètement le mode opératoire, on n'a pas les clés pour ouvrir la nouvelle porte, et donc effectivement, c'est toi avec lui, il y a une espèce de commando comme ça qui va essayer de comprendre comment trouver la nouvelle voie pour arriver à nouveau récupérer ce langage. Et effectivement, ça demande beaucoup à la fois d'expérience de ta part, et puis d'énergie, voire d'émotion, parce que l'émotion est un puissant moteur, et souvent ces patients sont déprimés, parce que lorsqu'ils sentent que ça ne fonctionne pas, quelque part, à la fin, ils lâchent les bras. Ils ont l'impression qu'ils ne vont plus y arriver. Et je pense que là aussi, c'est important, parce que ce que tu fais induit une sorte de poussée d'énergie, je dirais, qui va leur permettre justement d'aller chercher quelque chose qu'ils n'auraient pas pu chercher seuls. Oui, et c'est vrai, parce que l'émotion se trouve dans les mêmes... par exemple, quand quelqu'un a une lésion de l'hémisphère gauche, a une aphasie, il faut savoir qu'à droite, se trouve l'émotion, la personnalité, tous les dons visuels et auditifs. Donc les musiciens vont pouvoir rejouer, vont pouvoir se réimprégner de musique. Même chose pour le dessin. On peut faire dessiner quelqu'un de la main gauche, un dessinateur qui a l'habitude de dessiner de la main droite, on peut le faire dessiner de la main gauche. Et on redessinera aussi bien de la main gauche si vraiment il y a de la volonté. Et ça, c'est tout à fait intéressant et important. Et ça, grâce à la plasticité du cerveau. Oui, et ça, on met en place dans la plasticité, c'est-à-dire cette réorganisation, après cette circonstance pathologique, là, en général, si tu parles d'accident vasculaire cérébraux, je crois, et qui, effectivement, bouleverse complètement le fonctionnement. Alors, justement, j'en ai arrêté cette diapositive, les lésions peuvent récupérer du système nerveux, plus ou moins bien, évidemment, mais donc on peut, effectivement, influer par l'entraînement sur cette réévaluation fonctionnelle. Il y a un entraînement qui va permettre de l'obtenir. Ici, vous voyez une diapositive qui est assez intéressante. On voit ici une tumeur bénigne cérébrale qui est cette espèce de tache sombre qu'on voit là. Et vous avez ici la motricité de la main probablement droite, ici que vous voyez s'allumer. Donc le patient pouvait la bouger. Mais la lésion, par exemple, ici est en train de grandir et vous voyez la motricité est refoulée vers l'avant, elle s'est déplacée par rapport à sa situation initiale. Et dans des cas extrêmes où vous avez par exemple ici une infiltration complètement de la région, ben, la motricité de cette main-là
va passer de l'autre côté. C'est-à-dire que réellement, le cerveau, en miroir, en quelque sorte, va être recruté pour permettre à cette motricité de s'exercer malgré tout. Et nous, en chirurgie, nous avons parfois, nous comptons parfois, nous anticipons sur ce genre de mécanisme, c'est-à-dire qu'on va aller faire une résection, entraînant un déficit, et ce déficit va ensuite être rééduqué et va récupérer complètement. Donc, parfois, nous sommes capables d'opérer des lésions en zone dite fonctionnelle, en anticipant sur une possible récupération par la rééducation après la chirurgie. Ici, un exemple extrême que je voulais vous montrer, c'est en fait un enfant qui donne la vie de Rasmussen, qui est une maladie qui touche l'enfant jeune, et qui consiste dans des crises d'épilepsie très invalidantes, très fréquentes, qui induisent un retard psychomoteur. Et vous voyez ici cet enfant, eh bien, croyez-le ou pas, il a été donc traité par hémisphérectomie. On enlève vraiment l'hémisphère du côté droit. Ce patient, au départ, ce jeune, donc, est hémiplégique, eh bien, il va récupérer complètement sa motricité, et cet enfant, il marche des deux côtés alors qu'il a une hémisphérectomie. C'est parce que la chirurgie, évidemment, a eu lieu très jeune, et que l'enfant ensuite a pu déplacer tout ce qui correspondait à la motricité qui était dans l'hémisphère droit, dans l'hémisphère gauche, qui joue le rôle de l'hémisphère moteur pour les deux côtés du corps. Alors, pour pousser, là, je vais à la fin de ma présentation vous montrer un peu le terme ultime de ce que c'est que la plasticité. Philippe Van Eekhout a dit tout à l'heure, avec tout à fait raison, que l'idée du mouvement, c'est le mouvement lui-même. Eh bien, on peut l'utiliser ça, et c'est ce qu'on appelle l'interface homme-machine. Alors, en l'occurrence, là, c'est animal-machine, mais on peut maintenant le faire chez l'homme. Là, par exemple, en haut à gauche, j'avais une photo qui montre un singe qui bouge un bras mécanique. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, imaginez qu'on induise, qu'on place microchirurgicalement des électrodes sur le cerveau dans la région motrice primaire, celle dont je parle depuis le début, vous savez, qui commande la motricité du corps opposé. Ces électrodes vont transmettre un courant électrique, un signal électrique, qui est le propre du fonctionnement des neurones. Les neurones fonctionnent grâce à des petits micro-signaux électriques. Donc, je veux bouger ma main, le courant va aller dans un ordinateur qui va traiter le signal qui est émis, et bien ensuite on va transmettre ça à un bras mécanique qui va exécuter ce que je veux faire. Et puisque je n'ai plus la motricité de ma main, mais je vais activer ce bras mécanique. Alors au départ, évidemment, ce bras mécanique il va être très très maladroit, ça va être comme un nourrisson qui cherche à attraper son rocher, il ne va pas y arriver. Et puis petit à petit, le cerveau va apprendre à pouvoir manipuler ce bras mécanique, et à la fin, il le fera avec une très grande précision, parce qu'il est motivé pour le faire. Et c'est ensuite la petite animation suivante, où vous allez voir un singe qui est évidemment motivé par une chose, c'est de manger une banane. C'est très important pour lui, et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, ses bras sont attachés, vous le voyez ici, il ne peut pas les bouger. Voilà, on va appuyer ici. Donc les bras sont attachés ici, des deux côtés. Vous voyez, ce bras mécanique, c'est lui qui est en train de le bouger. C'est lui qui est en train de vouloir prendre cette banane et qui va faire en sorte que le bras mécanique, avec l'entraînement, eh bien, fonctionne. Et il va se lâcher les doigts. On va le voir ici au ralenti. Alors attendez, on va revoir c'est un replay en mode normal. Voilà. Et ensuite, attendez, on va le revoir juste après. Il y a un petit ressaut, mais alors il y a le contrôle visuel, voilà, regardez ici, il le prend avec une délicatesse quand même extraordinaire, vous voyez la taille de ce bras mécanique, et il le porte avec délectation dans sa bouche. Voilà, ça c'est vraiment ce que l'esprit, je dirais, peut faire en motricité fine. Bon, évidemment, c'est une fonction, encore une fois, qui est simple, qu'on peut modéliser facilement, et on peut faire une interface de machine. On peut le faire maintenant pour la vue, on est capable, pour des gens qui ont vu auparavant, normalement, qui ont donc une sorte de librairie d'images constituée, c'est-à-dire qu'ils savent à quoi ressemble une vache, ils savent à quoi ressemble une maison. Et ensuite, on va placer une caméra devant eux, qui va ensuite recueillir le signal au niveau du cortex visuel, et le cortex visuel ensuite va former une image, et cette image permettra par exemple à cet aveugle de littéralement éviter des obstacles. Donc on peut arriver à restituer comme ça des fonctions par ce biais-là. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir réparer toutes les lésions? Est-ce que le cerveau va pouvoir compenser tout type de lésion? Non, bien sûr que ce qu'on peut faire, c'est sur des fonctions simples pour l'instant le faire, mais évidemment il s'agit de voir si la lésion est brutale. Plus la lésion est brutale, plus on aura de mal à faire face, puisqu'elle va détruire sans possibilité de pouvoir déplacer la fonction qui a été lésée dans une autre région cérébrale pour la prendre en charge.
Et si, par exemple, il y a des accidents brutaux, on peut imaginer, par exemple, le AVC, c'est tout à fait ça, c'est un accident brutal, et pour autant, on arrive quand même, dans certains cas, à pouvoir récupérer de cet accident, partiellement, complètement, en recrutant des neurones situés dans des régions adjacentes de la lésion. Mais évidemment, tout dépend des cas d'espèces, mais il y a un espoir certain avec la robotique notamment, quand on parle des gens qui ont une hémiplégie ou qui ont des accidents dans de la route, ou des accidents vasculaires cérébraux, effectivement, il y a une voie en tout cas pour espérer une récupération. Est-ce que c'est à peu près clair cet exposé pour vous? Vous avez l'impression d'avoir un peu compris? Il y a je crois une précision à donner, c'est l'enfant à qui on a retiré à qui on a retiré un hémisphère, et il avait quel âge? Oui, j'ai dit 3 ans, 3-4 ans. Voilà. Je crois que c'est ça qui est important aussi de dire que... C'est comme le violoniste qui apprend le temps plus vite et mieux, qu'il est très jeune. Plus on est jeune, évidemment, mieux ça marche. Mais c'est quand même, il faut le dire, ce mécanisme existe tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Et même chez les gens qui ont un vieillissement cérébral, on sait qu'à l'heure actuelle, la prise en charge de la mémoire, d'autres fonctions, peut permettre au moins de prolonger et de stabiliser l'atteinte assez longtemps. Il ne faut pas rêver pour l'instant.